Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle analyse et aujourd'hui on va s'attaquer à la société Moody's, société qui a notamment fait parler d'elle puisqu'elle a abaissé la note de la France au mois de décembre qui est passée à AA3, donc la note la plus basse des bonnes notes entre guillemets. Donc aujourd'hui on va voir ce qu'il en est de la société Moody's, est-ce que c'est une société de qualité ou pas, et pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu je vous encourage à aller voir l'analyse de la société S&P Global que j'ai déjà fait sur la chaîne en début d'année, vous aurez le lien en haut à droite et en description. Cette analyse, comme d'habitude, sera découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons la société Moody's et son business model, puis nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale, son évaluation du prix pour savoir à quel prix est-ce qu'il faudrait acheter Moody's, et enfin nous ferons une conclusion. Pour ceux qui n'ont pas vu ma playlist méthode 2024 que j'ai mis à jour cette année, je vous encourage à aller la voir pour avoir toutes les informations et pour connaître par cœur ma méthode d'analyse. Je vous rappelle que cette vidéo est destinée à des fins éducatives uniquement, je ne suis pas un professionnel de la finance, investir comporte des risques de perte en capital et vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Commençons donc par voir la société Moody's. C'est une société américaine qui est cotée au New York Stock Exchange, elle a pour ticker MCO, elle a une capitalisation de 82,59 milliards de dollars, elle n'est donc pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,75% et elle est dans le secteur de la finance. L'histoire de la société commence il y a longtemps puisqu'elle a été fondée en 1909 par John Moody qui avait auparavant créé le journal Moody's Manual en 1903. L'objectif de la société était de fournir des notations pour les actions et les obligations. Et en 1962 a eu lieu le rachat de Moody's par Dun & Bradstreet et en 1999 a eu lieu donc la séparation de Moody's de Dun & Bradstreet, notamment via une pression des investisseurs qui voulaient séparer le business, notamment parce que Moody's avait des chiffres qui étaient bien meilleur que sa société mère. Et donc Moody's réalise son IPO, son introduction en bourse en 2000. En 2007 a eu lieu la création des segments Moody's Investors Service et Moody's Analytics, donc on va revoir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit après. Et en 2017, l'acquisition de Bureau van Dijk qui a été intégré dans le segment donc Moody's Analytics. On peut noter également qu'en 2021, Moody's figure pour la première fois dans le classement du Fortune 500. Au niveau des ventes par activité, on a deux segments, comme on l'a dit, Analytics, donc Moody's Analytics qui représente 50,19% des ventes et Moody's Investors Service 49,81% des ventes. Donc on a une répartition quasi parfaite entre les deux segments d'activité. Au niveau des ventes par région, on a 52,37% aux États-Unis, 31,24% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 9,75% en Asie-Pacifique et 6,64% dans le reste de l'Amérique, donc Amérique du Sud et Canada. Au niveau du business model de la société, Moody's est donc une entreprise mondiale qui est spécialisée dans l'évaluation des risques et la notation, destinée aux institutions financières notamment. Elle propose également des services de données financières et ces données, solutions analytiques et analyses aident les décideurs à identifier des opportunités et à gérer les risques. Également, Moody's structure ses activités autour de deux segments comme on l'a dit, Moody's Analytics et Moody's Investors Service. Le premier segment, donc Moody's Analytics, accompagne les institutions financières, les entreprises, le secteur public et leur permet de nouer des relations commerciales, de surveiller, de gérer des risques et de se conformer aux réglementations et de produire des rapports conformes aux exigences légales. Moody's Analytics comprend notamment une activité de recherche dans les domaines des obligations et de l'économie, donc Research and Insights, une activité de données alimentée par la plus grande base de données mondiale sur les entreprises et le crédit, Data and Information, et enfin trois entreprises SaaS, donc Software as a Service, donc en gros des logiciels qui sont dédiés au processus bancaire, d'assurance et de gestion des identités clients, donc le fameux KYC. Moody's Analytics offre donc une vision globale des risques, notamment grâce à un vaste ensemble de données exclusives, d'analyse avancée et d'expertise sectorielle qui couvrent plusieurs domaines, notamment le crédit, les entreprises, les propriétés, les titres, les individus, les économies, les critères ESG, le climat et bien plus encore. Ensuite, on a le deuxième segment Moody's Investors Service. Donc MIS est un fournisseur mondial de premier plan en matière de notation de crédit, donc les fameuses notes de crédit, les AAA, les AA, etc., de recherche et d'analyse de risque. Une notation de Moody's permet notamment aux émetteurs de développer des stratégies d'endettement, donc d'émettre des titres, des obligations sur les marchés, tout en attirant l'attention de plus d'investisseurs grâce à la crédibilité des notations de Moody's. Elle offre aussi aux investisseurs une vision globale et approfondie des marchés mondiaux de la dette
dette grâce à ses notations de crédit et à ses analyses. Et les services de MIS couvrent un large éventail d'obligations, de programmes, de facilités de dette et des entités émettrices. Et ces services s'adressent notamment aux marchés mondiaux, que ce soit pour les obligations d'entreprise, les obligations d'institutions financières, gouvernementales ou encore les titres de financement structurés. Au niveau du marché de Moody's et de ses concurrents, donc le marché de la notation de crédit est dominé par ce qu'on appelle les Big Three, à savoir S&P Global, Moody's et Fitch, qui sont donc les trois agences de notation principales au monde. Et S&P Global et Moody's se partagent le leadership avec environ 40% de parts de marché chacun, tandis que Fitch arrive derrière avec 15% de parts de marché. Ce marché est un exemple clair d'oligopole, à l'image du marché des cartes de crédit partagées entre Visa et Mastercard, où l'arrivée de nouveaux acteurs est presque impossible en raison des strictes régulations et de la solide réputation des acteurs historiques. En ce qui concerne les données financières, Moody's occupe la 3e position derrière Bloomberg et Refinitiv, mais est devant FactSet, MSCI, Morningstar et S&P Global notamment, qui est donc son concurrent principal. Le marché de la notation de crédit affiche une croissance annuelle prévue d'environ 4,2% par an jusqu'en 2031 selon Verified Market Research, et le marché des données financières, lui, a une croissance plus élevée avec un taux de croissance annuel prévu d'environ 7% par an sur les prochaines années. Au niveau du management de la société, on retrouve Robert Fauber au poste de président et CEO depuis 2021, en sachant qu'il a rejoint la société en 2005, Noémie Heuland au poste de CFO, donc Chief Financial Officer depuis 2024, Stephen Tulenko qui est président de Moody's Analytics, donc du segment Moody's Analytics depuis 2019, il a rejoint la société en 1990, et Michael West qui est président du segment Moody's Investors Service depuis 2019 et lui a rejoint la société en 1998. Au niveau des actionnaires, sans surprise, il n'y a pas de ligne particulière, on n'a que des institutionnels américains notamment. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse quantitative de la société. Pour l'analyse quantitative, vous avez l'habitude, on se retrouve sur l'application IQ Invest, vous aurez le lien en description, bien évidemment, si elle vous intéresse, et on va commencer par regarder un petit peu l'évolution du cours de l'action sur les 5 dernières années, notamment par rapport au S&P 500. On voit qu'on a une légère surperformance de Moody's, mais ce n'est pas incroyable, avec presque 13% de rendement annualisé, et si on intègre le dividende de Moody's, on est à presque 14%. Si on regarde sur les 10 dernières années par contre, on a une nette surperformance de Moody's avec 442% de croissance du cours de l'action versus 190% pour le S&P 500 et le tout avec une très bonne linéarité de 0,95. Si on regarde un petit peu la note quantitative, on a 17 sur 20 avec de très bons retours sur capitaux, 20,84% de ROIC sur les 10 dernières années, des marges assez intéressantes avec 72% de marge brute, 41% de marge opérationnelle, 29% de marge nette, le tout avec quasiment pas de capex puisqu'on a un ratio de capex par rapport à l'operating cash flow de seulement 12%. On a une croissance par contre du chiffre d'affaires qui est assez moyenne avec 9,5% par an, une prédictibilité du chiffre d'affaires de 96% et une croissance des free cash flow assez moyenne aussi avec 9,7% par an. Au niveau du dividende, on a une très belle croissance avec 12% par an sur les 10 dernières années et ça fait 16 ans que Moody's augmente son dividende sans interruption. On a des dettes plutôt moyennes avec 2,34, donc ça reste raisonnable, mais elles sont quand même élevées, et 28% de payout ratio. Donc si on regarde ici d'un premier coup d'œil, on voit deux bémols, à savoir la croissance du chiffre d'affaires et la croissance des free cash flow, ainsi que les dettes qui sont relativement élevées. Si on passe à l'onglet quantitatif et qu'on regarde les graphiques, on va les afficher sur 20 ans, la période la plus pertinente, et ici on voit qu'on a une très belle croissance des revenus avec quasiment pas d'année de baisse, si ce n'est en 2008, forcément suite à la crise financière, et en 2022. Si on regarde un petit peu les taux de croissance, on a un CAGR moyen, donc un taux de croissance moyen sur les 20 dernières années de 8,1% par an pour les revenus, et si on regarde sur les free cash flow par action, on a 10,05% par an de croissance en moyenne sur les 20 dernières années, donc c'est correct, mais c'est pas exceptionnel au niveau de la croissance. Si on regarde les marges, ensuite on va enlever le capex et les payout ratio, on voit qu'on a des marges qui sont plutôt stables dans le temps, même si elles ont eu tendance à diminuer, notamment après la crise financière de 2008, puisque la marge opérationnelle est passée de 53% à 38% et elle n'a pas retrouvé les niveaux d'avant 2008 après. Mais par contre, on voit une légère amélioration de la marge brute qui est passée de 70% à 71% et une légère amélioration également de la marge nette qui est passée de 22% à
27% aujourd'hui. Si on regarde un petit peu les retours sur capitaux, ici on va regarder le ROIC et le Free Cash Flow Return on Capital, on voit ici par contre qu'on a une grande descente aux enfers puisqu'on a une constante diminution des retours sur capitaux avec un énorme pic en 2007 et ensuite une dégringolade après la crise financière de 2008 et on voit que l'entreprise depuis 2010 ne fait que diminuer au niveau de ses retours sur capitaux puisque le ROIC était de 34% en 2010 et il est aujourd'hui seulement de 14%. Donc ça pour moi c'est un point assez inquiétant puisque les retours sur capitaux c'est vraiment hyper important pour une entreprise, c'est vraiment ce qui va déterminer si une entreprise va être rentable et va pouvoir continuer à générer des retours pour ses actionnaires. Si on regarde les actions en circulation, on a une constante diminution depuis 2005, donc ça c'est plutôt positif, on a des rachats d'actions qui sont réguliers. Le dividende, pareil, on a une très belle augmentation à ce niveau-là, et au niveau de la dette, on voit par contre qu'elle est assez élevée aujourd'hui, notamment elle a explosé en 2023, donc ça c'est pareil, c'est un point qu'il faudrait creuser un petit peu plus en détail pour savoir d'où vient la dette et surtout à quoi elle sert. Et maintenant on peut passer à l'analyse fondamentale de la société, on va commencer comme d'habitude par les forces. Premier point, Moody's est leader sur le marché des notations de crédit aux côtés de S&P Global et bénéficie de sa position dominante sur un marché quasiment imprenable qui est renforcé par des régulations toujours plus strictes. On a plus de 100 ans d'expertise dans l'évaluation des risques et la fourniture de données financières, ce qui offre une crédibilité solide auprès des investisseurs et des institutions. Moody's tire parti également de la croissance des outils de données grâce à son segment Moody's Analytics avec une part importante de revenus récurrents. Le pricing power sur les notations de crédit est considérable puisque notamment la réputation de l'agence permet de réduire les taux d'intérêt de 30 à 65 points de base en moyenne, ce qui forcément se traduit directement par des économies considérables pour les sociétés ou les gouvernements émetteurs. Au niveau des faiblesses, on a des marges qui sont en baisse relative depuis 20 ans avec une marge opérationnelle qui est passée de 53% à 36% et on a vu qu'on n'a jamais retrouvé les marges d'avant 2008. Au niveau des retours sur capitaux, pareil, on est en déclin ici sur la même période avec un ROIC qui est passé de 72% à seulement 14%. L'entreprise est fortement exposée aux fluctuations économiques et aux risques de marché en raison de son modèle économique et de sa dépendance aux services de notation. Malgré sa position dominante dans le secteur de la notation, Moody's est moins bien positionné face à des concurrents, notamment comme Bloomberg et Refinitiv dans le domaine des données financières et les activités de notation étant fortement réglementées, cette contrainte peut notamment limiter la flexibilité stratégique de Moody's. Au niveau des opportunités, donc l'expansion du segment Moody's Analytics, notamment grâce à une combinaison entre des acquisitions stratégiques et de la croissance organique, l'adoption croissante des solutions SaaS, donc Software as a Service, qui permet à Moody's d'intégrer ses services analytics de manière plus approfondie dans les flux de travail de ses clients, l'augmentation des niveaux d'endettement à l'échelle mondiale, que ce soit au niveau des entreprises mais surtout des États, ce qui renforce le rôle indispensable des agences de notation, les investissements dans l'intelligence artificielle et le machine learning qui pourraient améliorer significativement les capacités analytics et enrichir l'offre de services de Moody's. Au niveau des menaces, on a la concurrence des acteurs établis, notamment S&P Global et Bloomberg sur le segment Analytics, et des nouveaux entrants innovants dans le domaine des données financières qui pourraient freiner la croissance de Moody's. Toute modification réglementaire majeure sur les principaux marchés pourrait avoir des répercussions importantes sur les activités de notation. Une crise économique majeure comme celle de 2008 notamment pourrait gravement affecter les revenus de Moody's en réduisant la demande pour ses services de notation. Également, une hausse prolongée des taux d'intérêt pourrait avoir un impact négatif sur le marché du crédit et donc par conséquent sur les activités de Moody's. Et enfin, des erreurs dans les évaluations ou les notations, même isolées, peuvent entacher durablement la réputation de Moody's et réduire la confiance de ses clients, même si on l'a vu, même après les erreurs de 2008, Moody's et S&P ont continué à garder leur réputation et leur confiance. Et en tant que fournisseur de données critiques, forcément Moody's est une cible potentielle pour les cyberattaques, ce qui peut compromettre ses opérations et sa fiabilité. On le sait, c'est un risque qui est de plus en plus important pour toutes les entreprises technologiques. Au niveau de l'avantage compétitif, on a un large moat stable qui est délivré par Morningstar, donc une grande douve stable qui provient de 3 points. Premièrement, l'effet de réseau, puisque la réputation des agences de notation crée un puissant effet de réseau. Plus leurs notations sont respectées, plus les clients sont prêts à payer un prix élevé pour obtenir une certification Moody's ou S&P, et donc plus les notations sont respectées et ainsi de suite. Les actifs intangibles, puisque les notations elles-mêmes sont devenues des marques fortes et constituent un actif intangible. Par exemple, des notations telles que le B1, BA1 ou encore BAA1 sont mondialement reconnues et standardisées. Et enfin, on a les coûts de changement qui sont plus faibles et qui proviennent des solutions d'analyse proposées par Moody's Analytics qui génèrent un fort taux de rétention chez ses clients grâce à leur intégration dans les processus décisionnels des clients. Maintenant, passons à la checklist fondamentale et on va
commencer par les revenus. Premier point, les revenus sont récurrents puisque Moody's Analytics offre plus de 50% de revenus récurrents. Les produits, selon moi, résistent au changement. Il n'y a pas de disruption particulière sur les notations financières. C'est un peu plus le cas pour Moody's Analytics, même si les données financières restent relativement stables. L'entreprise évolue dans un marché en croissance, que ce soit sur le marché des notations ou des données financières, et les revenus de l'entreprise sont diversifiés selon moi. Ils sont bien répartis entre les segments MA et MIS, et ils sont également bien diversifiés à l'échelle mondiale. Au niveau du management, ici, c'est un peu moins bon puisque l'entreprise, pour moi, est neutre au niveau de son allocation du capital, même si le ratio ROIC sur WACC est de 1,74, ce qui est tout à fait correct. Les ratios, notamment le ROIC, est en baisse durable depuis 20 ans, et ça, moi, c'est un point qui m'inquiète. Donc c'est un point qu'il faudrait creuser pour essayer de comprendre pourquoi les retours sur capitaux baissent autant, et surtout pourquoi la crise financière de 2008 a autant impacté les marges et les retours sur capitaux. Également, les marges de l'entreprise ne sont pas en augmentation puisque les marges sont en baisse depuis environ 20 ans. Le management n'est pas skin in the game puisqu'il ne possède pas de lien particulier avec l'entreprise, mais par contre, on a des rachats d'actions réguliers puisque le nombre d'actions en circulation est en constante diminution depuis 2005. Au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande bouffe puisque Morningstar lui attribue une note de large mode stable, et l'entreprise pour moi est neutre au niveau de son leadership puisque MIS se partage le leadership avec S&P Global et Moody's Analytics est positionné en tant que troisième. Donc autant on peut dire qu'elle est leader sur les notations de crédit aux côtés de S&P Global. Par contre, elle n'est pas leader sur le segment Analytics. Ce qui nous donne donc une note fondamentale de 14 sur 20. Et maintenant, on peut passer à l'étude de la valorisation. Et on se retrouve encore une fois sur l'application IQ Invest, ici dans l'onglet évaluation, pour rentrer nos hypothèses de croissance. Pour ma part, j'ai renseigné 9% de croissance des free cash flow par action. Donc on est bien sur les free cash flow par action ici, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser les bénéfices par action, donc les EPS, pour faire vos hypothèses. Donc pourquoi j'ai pris 9? Tout simplement puisque c'est inférieur à la médiane historique sur 10 ans qui est à 9,7, mais comme nous l'avions vu dans l'onglet quantitatif, c'est aussi inférieur à la moyenne historique sur les 20 dernières années qui était à 10,05. Donc 9 me paraît être un taux relativement conservateur, mais également relativement réaliste. Il ne faut pas oublier que Moody's a plus de 100 ans d'expérience, donc potentiellement on a des croissances qui sont relativement stables et on a un taux de croissance qui pourrait continuer à l'avenir à être autour des 9%. Ensuite, au niveau du multiple final, j'ai choisi 28. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à la médiane historique qui est de 30 au niveau du price to free cash flow sur les 10 dernières années. Et si on regarde un petit peu le graphique d'évaluation, on voit que le price to free cash flow globalement oscille entre 25 et 45 dans les plus hauts historiques sur les 5 dernières années, et on a une médiane qui est à 34. Donc 28 me paraît être relativement conservateur, c'est en dessous de la médiane historique. Si on prend ces hypothèses, donc 9% de croissance et 28 de multiple final, sur les 5 prochaines années, on obtient donc un prix de 551,44 $. Donc ça veut dire que l'entreprise pourrait potentiellement valoir 551 $ dans 5 ans, donc le cours de l'action. Ici, ça nous donne un rendement estimé de 3,78%. Donc si vous achetez l'entreprise au prix actuel, donc 457 $, vous aurez 3,58% de croissance. C'est tout simplement la croissance entre 457 et 551. Et donc nous, on veut obtenir 12% de croissance par an, et pour ça, il faudrait payer l'entreprise 312 $ pour obtenir 12% de croissance par an, entre 312 $ et donc 551 $, qui est notre prix final calculé grâce à ces deux paramètres. Ce qui nous donne donc une marge de sécurité négative de moins 46,33%. Donc autant dire que l'entreprise est largement surévaluée aujourd'hui. Et maintenant donc, pour conclure, on va faire un petit récapitulatif. On a 17 sur 20 de notre quantitatif, donc très bon, 14 sur 20 de notre fondamental, plutôt correct, et moins 45% de marge de sécurité. Donc on a une entreprise qui est clairement surévaluée. Pour terminer, donc Moody's sur le papier est une entreprise de qualité qui bat le S&P 500 à long terme. Elle possède un large moat avec d'excellents fondamentaux sur un marché dominé par seulement 3 acteurs. Elle est leader aux côtés de S&P Global sur les notations de crédit notamment, et elle possède aussi une belle part de marché dans les données financières, secteur qui est en forte croissance, qui offre de belles marges et surtout qui offre des revenus récurrents. Elle est aujourd'hui largement surévaluée par rapport à mes hypothèses et mon prix d'entrée serait plutôt autour des 312 $. Donc pour moi, ça va être oui pour Moody's. Elle rejoint ma watchlist et pour moi, le duo S&P Global Moody's est comme le duo Mastercard Visa
pourquoi choisir un des deux quand on peut acheter les deux? Donc elle rejoint ma watchlist. Dans tous les cas, je ne vais pas me positionner dessus puisqu'elle est beaucoup trop chère. Et surtout, avant d'acheter l'entreprise, je voudrais comprendre pourquoi les marges et les retours sur capitaux ont autant baissé après la crise financière de 2008. Et je pense que tant que je n'ai pas compris ça et que je n'ai pas trouvé pourquoi, eh bien la société ne rejoindra pas mon portefeuille. Mais par contre, j'estime qu'elle est très intéressante et surtout, elle a un avantage compétitif qui est monstrueux. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la société Moody's. Est-ce que vous l'avez déjà en portefeuille ou pas? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin également si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et également allez suivre le podcast Le CAF Rentable sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.